Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. La manifestation était organisée par le mouvement Kerdenker, Entendez Libre Penseur, qui s'est imposé comme la principale voix critique contre les restrictions sanitaires imposées en Allemagne. La justice avait pourtant interdit plusieurs de ces manifestations prévues ce week-end, notamment celle de dimanche qui devrait rassembler quelques 22 500 personnes. Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait autoriser la tenue de ces rassemblements de crainte que les participants n'enfreignent les règles relatives au port de masque et à la distanciation sociale, alors que le nombre d'infections en Allemagne repart à la hausse. Ils ont essayé de briser la chaîne policière. Cela a conduit à l'utilisation de gaz irritants, de matraques et à des violences physiques, a tweeté la police de Berlin, précisant que plusieurs personnes ont été arrêtées. 2000 agents en tenue anti-émeute dans toute la ville en prévision de la manifestation interdite avaient été déployés. Certains manifestants brandissaient des pancartes proclamant liberté ou non à la dictature du corona et très peu de masques étaient visibles dans la foule. Le mouvement à l'origine de la manifestation fédère des membres de l'extrême gauche, des adeptes des théories du complot, des détracteurs de la vaccination, ainsi que des partisans de l'extrême droite. Le leader d'Ennahda, également président du Parlement et deuxième personnage de l'État, n'a pas été hospitalisé et n'a rien de grave selon l'un de ses conseillers, Ahmed Galoul. Il a fait un petit malaise un peu plus tôt dans la journée et a dû se rendre dans une clinique pour être examiné. Lors du check-up, on lui a dit qu'il n'y avait rien de sérieux, a expliqué cet ancien ministre. Un médecin lui a prescrit quelques médicaments et il est désormais de retour chez lui à la maison. Rached Ghannouchi est un peu fatigué en ce moment, a-t-il ajouté. Depuis que le président Kais Saied a pris le pouvoir dimanche en Tunisie et suspendu le Parlement, l'octogénaire travaille selon lui 16 à 18 heures par jour. La Tunisie est plongée dans l'inconnu depuis que Kais Saied a invoqué la Constitution pour s'octroyer les pleins pouvoirs et suspendre le Parlement pour 30 jours. Une décision dénoncée comme un coup d'État par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force parlementaire. Cette semaine, Rached Ghannouchi a multiplié les entretiens avec la presse internationale, dont l'AFP, pour réclamer le retour de la démocratie en Tunisie, appeler à un dialogue national et dénoncer des décisions qu'il juge inconstitutionnelles. Le leader est actuellement sous pression. Membre de toutes les coalitions gouvernementales depuis 10 ans, son parti cristallise le mécontentement d'une large partie des Tunisiens qui le tiennent comme le principal responsable des promesses non tenues de la révolution de 2011. Samedi, le quotidien tunisien La Presse dépeignait Ennahda comme un parti lâché par tous, ou presque, qui cherche à tout prix une solution pour sortir de son état d'isolement. Après l'interpellation récente d'un leader de l'opposition accusé de terrorisme, les critiques n'hésitent plus à utiliser le terme de dictatrice pour qualifier la première présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, un pilier du parti au pouvoir, Chamacha Mapinduzi, qui était la vice-présidente de John Magufuli, est devenue chef de l'État après la mort de ce dernier en mars. Populaire pour sa lutte contre la corruption, ses projets d'infrastructure ou encore l'expansion de l'école gratuite, John Magufuli se démarquait aussi par une politique autoritaire particulièrement rude envers les médias, les critiques et, plus généralement, la liberté d'expression. Rapidement, Samia Suluhu Hassan s'est, elle, tournée vers l'opposition, promettant de défendre libertés et démocratie. Elle a également remanié le gouvernement, nommant certains de ses alliés à des postes clés, mais sans évincer toutefois les soutiens historiques de John Magufuli, notent les analystes. Sa prise de position la plus radicale à ce jour a été de rompre avec la politique covido-sceptique de son prédécesseur, qui minimisait l'importance du virus et appelait les Tanzaniens à lutter contre le virus par la prière. La semaine dernière, en direct à la télévision, la présidente a reçu une première dose de vaccin, lançant personnellement la campagne de vaccination dans ce pays de 58 millions d'habitants.
Mais des activistes et membres de l'opposition affirment que la présidente ne se démarque pas de John Magufuli quand il s'agit de faire taire la dissidence. Hassan utilise un très bon ton même lorsqu'elle dit les mêmes choses que son prédécesseur. Sa personnalité fait que cela semble différent, estime Abel Kinyondo, professeur à l'université de Dar es Salaam. En juillet, la police a arrêté en pleine nuit plusieurs membres du parti d'opposition Chadema, dont son président Freeman Mbowe, qui prévoyait un rassemblement appelant à des réformes constitutionnelles. Depuis, Freeman Mbowe, détenu à Dar es Salaam, a été accusé de terrorisme financier et de complot. Ces arrestations ont déclenché la colère dans les milieux de l'opposition, ainsi que des critiques à l'étranger, notamment de la part des États-Unis. Le corps du Bélarus, Vitaly Chichov, disparu lundi, a été retrouvé pendu mardi matin dans un vaste parc en périphérie de Kiev, près de son domicile, a indiqué le chef de la police nationale, Igor Klimenko, lors d'une conférence de presse. La police a ouvert une enquête pour homicide avec préméditation, mais étudie également la piste d'un geste volontaire. Un suicide et un meurtre déguisé en suicide sont les principales versions, a précisé Igor Klimenko. Interrogé sur les propos d'un militant bélarusse selon lequel Vitaly Chichov avait des hématomes sur le visage et le nez cassé, le chef de la police a fait état uniquement de petites lésions caractéristiques pour une chute, sans plus de précision. L'ONG du militant Maison Bélarusse en Ukraine, BDU, a dénoncé, elle sur Telegram, une opération de Minsk visant à liquider une personne dangereuse pour le régime du président Alexandre Loukachenko. Il s'agit d'une opération planifiée des tchékistes, terme désignant les forces de sécurité, a affirmé l'organisation dont la mission est de venir en aide aux Bélarusses s'exilant en Ukraine pour échapper à la répression dans leur pays. Vitaly était surveillé et la police ukrainienne en avait été notifiée, a assuré la BUD. Nous avions été avertis du risque de provocation allant jusqu'à l'enlèvement et à la liquidation, selon la même source. Mais le chef de la police nationale ukrainienne a dit ne pas avoir d'informations en ce sens et que ses services n'avaient enregistré aucune plainte du défunt. Vitaly Chichov, 26 ans, était sorti faire du jogging à Kiev lundi matin, mais n'est jamais revenu. Sa compagne, Bojena Jolude, a indiqué à des médias bélarusses ne pas croire à un suicide. Le militant a fui vers Kiev à l'automne 2020, face à la virulence croissante de la répression du gigantesque mouvement de contestation contre la réélection de Loukachenko au pouvoir depuis 1994. Interpellé en mai 2020, Souleymane Ressoui a été condamné début juillet à 5 ans de prison pour agression sexuelle après une plainte déposée par un militant LGBT. Des faits qu'il a toujours niés. Depuis plus de 3 mois, le journaliste au ton critique refuse de s'alimenter pour protester contre une grande injustice. Le parquet, lui, affirme qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Ce mardi, son avocat maître Miloud Kandil a indiqué qu'il a demandé à être hospitalisé pour mettre un terme à sa grève de la faim. Il est d'accord pour suspendre sa grève de la faim, mais son état de santé est tellement grave qu'il a besoin d'être hospitalisé selon son avocat. De son côté, l'administration pénitentiaire avait assuré lundi soir que l'éditorialiste de 49 ans refusait de se rendre à l'hôpital depuis le 30 juin dernier et refusait également de se faire contrôler ses signes vitaux d'après un communiqué. Ce week-end, l'état de santé du journaliste s'est détérioré après un malaise. Il avait perdu conscience, il était dans une situation hideuse. Je l'ai vu lundi, j'avais l'impression de parler avec un cadavre, a souligné Maître Kandil. Récemment, plus de 350 personnalités marocaines et étrangères ont appelé l'éditorialiste à mettre un terme à sa grève de la faim. Dans son communiqué, l'administration pénitentiaire a accusé les soutiens du journaliste d'être des personnes dénuées de conscience et de patriotisme, cherchant à induire en erreur l'opinion publique. Jacob Zuma sera présent à son procès la semaine prochaine. Ainsi en a décidé le juge Pete Cohen ce mercredi. Le procès dans cette affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans, qui implique aussi le groupe français Thales, reprendra mardi prochain en audience publique au tribunal de Pietermaritzburg, la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Le mois dernier, l'ancien président sud-africain âgé de 79 ans
avait comparu depuis sa prison d'Eskert à une centaine de kilomètres lors d'une courte audience virtuelle afin d'éviter de nouvelles violences. C'est en effet l'annonce de son incarcération pour avoir refusé systématiquement de comparaître devant une commission qui enquête sur la corruption sous sa présidence qui avait déclenché les premières violences ayant dégénéré en émeutes et pillages à grande échelle dans le pays à la mi-juillet. Les avocats de Jacob Zuma avaient plaidé que la virtualité des audiences privait leurs clients de ses droits constitutionnels, notamment celui de pouvoir consulter son équipe de défense. Ils avaient ainsi demandé un report pour que l'audience puisse se dérouler en présentiel. Après de multiples reports et rebondissements, s'étalant désormais sur des décennies, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 € au taux actuel, notamment de Thales qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Jacob Zuma comme Thales ont toujours nié ces accusations.